mon mari, alors qu'il emmenait secrètement sa belle et jeune secrétaire à New York pour qu'elle y accouche, a appelé prudemment notre gouverneur d'un ton autoritaire, Monsieur Peterson, n'oubliez pas d'être discret. Ne laissez rien savoir à ma femme. Le gouverneur, un homme qui servait ma famille depuis plus de 30 ans, a simplement répondu par une seule phrase, une phrase qui a laissé mon mari stupéfait à l'autre bout du fil et a brisé son monde parfait à partir de cet instant. Monsieur, la voix de Monsieur Peterson était ferme, Madame Anderson a vendu le manoir de 25 millions de dollars et est partie la semaine dernière. Je suis Abigail, 32 ans, la fille unique du président du Thomson Realty Group. J'ai grandi dans le luxe, protégé et ayant reçu la meilleure éducation. Je n'avais jamais connu la piqûre de l'épreuve ou du besoin, et j'avais autrefois cru naïvement que ma vie serait pour toujours un chemin pavé de roses, surtout après avoir épousé Michael. Michael était mon premier et unique amour. Il avait 3 ans de plus que moi, architecte principal dans l'une des filiales de notre corporation. Il ne venait pas d'une famille riche, mais il avait du talent, de l'ambition et un air charmant et sophistiqué. Il m'a séduite par son intelligence, sa galanterie et ses promesses d'un amour qui transcendait les choses matérielles. Mon père, un vétéran chevronné du monde des affaires, était initialement hésitant, mais face à ma détermination et aux excellentes performances de Michael au travail, il a fini par donner sa bénédiction. Notre mariage fut un événement somptueux, faisant la une d'innombrables magazines. Après notre mariage, mon père a séparé le cabinet d'architecture, en donnant le plein contrôle à Michael, à la fois comme cadeau de mariage et comme test. Nous avons emménagé dans un manoir de 25 millions de dollars à Beverly Hills, un cadeau de mariage de mes parents. 5 ans ont passé. L'entreprise de Michael a grandi, et il est devenu l'un des jeunes cadres les plus prospères de Los Angeles. Nous avons eu un beau-fils, Alex, et je croyais avoir le mariage le plus parfait au monde. Il me comblait d'affection. Ma vie était remplie de cadeaux de créateurs et de vacances luxueuses. Je croyais avoir le mariage le plus parfait au monde. Jusqu'à cette soirée fatidique. Michael est rentré plus tôt que d'habitude, tenant un bouquet de roses rouges foncées, mes préférés. Il m'a serré dans ses bras par derrière, sa voix étant un murmure bas et indulgent. Chérie, je dois aller à New York pour un voyage d'affaires urgent demain. Il y a un énorme projet qui nécessite ma supervision. Je serai probablement absent pendant environ 3 mois. Est-ce que toi et Alex vous vous sentirez seuls ici? Mon cœur s'est légèrement serré. 3 mois semblaient longs, mais j'étais habitué à ces voyages. Je me suis retourné, passant mes bras autour de son cou, et j'ai forcé un sourire. Ton travail est la chose la plus importante. Ne t'inquiète pas Monsieur Peterson, Alex et moi allons tout gérer à la maison. Ce soir-là, il a été d'une tendresse inhabituelle. Il a préparé lui-même un dîner aux chandelles, m'a raconté des histoires drôles et a promis qu'après ce voyage, il m'emmènerait faire un tour en Europe. J'étais perdu dans cette douceur, ignorant complètement que ce n'était que l'acte final et gentil d'un traître, comme le dernier repas d'un prisonnier. Le lendemain matin, comme l'épouse parfaite, je me suis réveillé tôt pour préparer le petit déjeuner, j'ai noué sa cravate moi-même et j'ai vérifié soigneusement ses bagages. Au moment où il allait partir, je lui ai tendu pensivement mon tout nouvel iPad Pro. Prends ça. Ce sera plus pratique. La batterie de ton appareil s'épuise ces derniers temps. J'ai toujours mon MacBook à la maison. Tu es la meilleure, chérie, dit-il, me donnant un gros baiser sur le front avant de se dépêcher de partir. Je me tenais à la porte, agitant la main alors que sa voiture de luxe disparaissait derrière les grilles, une vague tristesse montant en moi. Je n'avais aucune idée que l'iPad même que je lui avais donné était sur le point de devenir une bombe à retardement, prête à faire exploser mon monde rose parfait. Cet après-midi-là, après avoir fini mon travail, je suis retourné au manoir vide. Je me suis soudain souvenu que je devais envoyer des fichiers de conception importants à un partenaire, des fichiers que je me rappelais avoir enregistrés dans mon album photo. J'ai ouvert mon MacBook et mon cœur s'est arrêté. Grâce à la fonction de synchronisation iCloud que nous avions tous deux oublié de désactiver, toutes les photos et données de l'iPad que j'avais donné à Michael sont apparues sous mes yeux. Et là, parmi les photos de travail et les dessins d'architecture, se trouvait un étrange dossier photo nommé avec soin et tendresse Petit Ange. Ma main s'est figée sur le pavé tactile alors qu'un sentiment de pressentiment m'envahissait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué sur le dossier. Une série d'images est apparue. Ce n'étaient pas des photos de moi, ni de lui. C'étaient des photos d'échographie, une échographie de 12 semaines, une de 20 semaines, et la plus récente à 28 semaines.
Sous chaque photo se trouvaient des légendes affectueuses de l'écriture distincte de Michael, le garçon à papa est en bonne santé, tu as donné un coup de pied à maman aujourd'hui, je t'aime. Et puis je l'ai vu, une photo d'une jeune femme souriant de bonheur, ses mains berçant un ventre arrondi tout en tenant les résultats de l'échographie. Ce n'était nulle autre que Jessica Collins, la belle secrétaire personnelle que Michael avait embauchée il y a 6 mois. Mes forces m'ont abandonné. Ma gorge est devenue sèche et un bourdonnement a rempli mes oreilles. J'ai fait défiler les autres photos, des photos de lors d'un dîner aux chandelles, en vacances dans un complexe luxueux, et des photos intimes et explicites prises dans la chambre d'un appartement inconnu. Mais le choc final, le coup fatal, était un fichier PDF enregistré juste à côté d'elle. En tremblant, je l'ai ouvert. C'était 2 billets en classe à faire pour New York. La date de départ était ce matin même. La durée du séjour était de 3 mois, et les noms des passagers étaient Michael Anderson et Jessica Collins. À ce stade, je ne pouvais même plus pleurer. Tout était douloureusement clair. Le voyage d'affaires de 3 mois, le projet important, tout n'était qu'un mensonge éhonté. Il avait trompé, avait un enfant avec sa maîtresse, et utilisait maintenant mon argent, l'argent de ma famille, pour l'emmener à New York pour accoucher, pour donner à son enfant avec sa maîtresse un départ parfait. Et moi, sa femme légitime, attendant toujours à la maison, j'avais été transformé en idiote, en figurante dans mon propre mariage. La douleur s'est muée en une rage froide et glaçante. Je lui avais tout donné, amour, confiance, une carrière dont d'autres ne pouvaient que rêver. Et c'était ainsi qu'il me remboursait. J'ai refermé brutalement l'ordinateur portable. L'expression de désespoir sur mon visage a disparu, remplacée par un calme effrayant. Mon père m'avait élevé pour être un leader, pas une victime. Je ne me briserai pas. Je me battrai. Je me suis dirigé vers l'interphone de la maison et j'ai composé un numéro familier. Monsieur Peterson, dis-je, ma voix n'étant plus celle de la douce Abigail, mais celle de la véritable maîtresse de maison. Venez à mon bureau. Nous avons du travail. Immédiatement après l'appel, Monsieur Peterson, le gouverneur qui était avec ma famille depuis que j'étais une petite fille, est apparu. Il est entré dans le bureau, un homme svelte aux cheveux grisonnants, mais son dos était droit et ses yeux gardaient toujours un regard d'intelligence et de dévouement. Il m'a vu assise immobile devant le MacBook, a vu les images toujours affichées sur l'écran. Il n'a rien dit, a seulement laissé échapper un soupir tranquille, un soupir rempli de pitié et d'une tristesse complice, comme s'il avait vu cela venir. Seul maintenant avec mon confident le plus fiable, mon extérieur robuste a commencé à se fissurer. J'ai laissé tomber ma tête sur le bureau, couvert mon visage de mes mains et sangloté. J'ai pleuré comme une enfant pour ma jeunesse gâchée, pour mon amour pur qui avait été souillé, pour cet enfant à naître d'un tricheur et pour ma propre stupidité. Le calme de tout à l'heure n'était qu'un masque, en dessous, mon cœur s'était brisé en 1 million de morceaux. M. Peterson se tenait là silencieusement, plaçant une main chaude sur mon épaule. Il n'a pas offert de vain réconfort ou de conseil. Il savait qu'en ce moment j'avais besoin de laisser couler la douleur pour laver toutes les illusions roses. Quand je n'ai plus eu de larmes, seulement des sanglots étouffés, Monsieur Peterson m'a tendu une serviette chaude et un verre d'eau. Vous sentez-vous mieux maintenant, madame? J'ai hoché la tête, essuyant mes dernières larmes. Merci. Dans ce cas, dit-il, ses yeux devenant incroyablement sérieux, nous devons agir maintenant. Monsieur Anderson ne vous a pas seulement trahi émotionnellement, mais il prend également des mesures qui nuisent à vos actifs et à ceux de la corporation. J'ai levé les yeux, mon épuisement étant rapidement remplacé par l'alarme. Que voulez-vous dire? Monsieur Peterson a sorti une petite clé USB de sa poche et l'a branchée sur mon ordinateur. Il a ouvert un fichier protégé par plusieurs mots de passe. Madame, j'ai commencé à remarquer les activités inhabituelles de Monsieur Anderson il y a environ 6 mois. Conformément aux instructions précédentes du président, j'ai surveillé discrètement les activités financières des filiales, y compris le cabinet d'architecture de Monsieur Anderson. Et qu'avez-vous trouvé, demandai-je, mon cœur commençant à s'emballer. Monsieur Anderson a utilisé son poste de directeur pour approuver de nombreux contrats avec des sociétés écrans, des sociétés qui étaient en fait ses propres opérations de façade pour détourner une somme importante de l'entreprise. Il a pointé un chiffre sur l'écran. Cette somme a été blanchie par divers comptes et finalement transférée vers un compte aux États-Unis. J'ai regardé le chiffre, près de 7 millions de dollars. Ce chiffre représentait presque la moitié du capital de l'entreprise. Quoi? Qu'avait-il l'intention de faire avec cet argent?
Il se préparait pour une nouvelle vie en Amérique, madame, répondit M. Peterson, sa voix froide. Avec 7 secrétaires et leur enfant. Ce voyage d'affaires de 3 mois est, en réalité, une fuite. Il n'a aucune intention de revenir. Il prévoyait de prendre tout cet argent, vous laissant avec une entreprise vidée et ses dettes. Un autre couteau s'est enfoncé plus profondément, plus cruellement. Il ne m'a pas seulement trahi, il complotait pour m'escroquer, pour voler l'entreprise même qui avait fait sa réputation, une entreprise construite avec l'argent de ma famille. Il voulait que je perde tout, l'amour et la fortune. La rage a déferlé en moi, l'emportant sur la douleur. Très bien, Michael, bouillonnai-je. Tu veux jouer dur? Je vais jouer. J'ai levé les yeux, rencontrant le regard de M. Peterson. Mes yeux ne contenaient plus de faiblesse ou de tristesse, mais la résolution d'acier de quelqu'un poussé à bout. Monsieur Peterson, dis-je, ma voix ferme et puissante. Le plan de vengeance commence maintenant. Je ne veux pas d'une confrontation désordonnée et dramatique. Je ne m'abaisserai pas à leur niveau. Je veux le frapper là où ça fait le plus mal, sa carrière et son argent. Que voudriez-vous que je fasse, madame, demanda Monsieur Peterson, ses yeux brillants de détermination. Premièrement, dis-je, contactez immédiatement les meilleurs courtiers immobiliers. Je veux vendre ce manoir. Le vendre tout de suite. Le vendre maintenant, madame? Monsieur Peterson fut légèrement déconcerté. Mais une vente précipitée fera baisser considérablement le prix. Je sais, l'interrompis-je, mais j'ai besoin de liquidités pour éviter des complications juridiques plus tard. Et j'ai besoin qu'il ressente ce que c'est que de revenir et de n'avoir aucune maison où rentrer. Une petite perte de valeur est acceptable. Fixez la condition, celui qui peut payer en totalité dans les 48 heures obtient la maison. Je veux qu'il comprenne que lorsqu'on provoque une lionne, on ne peut pas s'échapper, même si on court jusqu'au bout du monde. Monsieur Peterson a incliné la tête. Je comprends, madame. Je vais procéder immédiatement. Il est parti, me laissant seul dans la vaste pièce. Mes larmes étaient sèches, ma douleur forgée en force. Dans cette partie d'échecs, je n'allais pas seulement récupérer ce qui était à moi, j'allais lui faire payer un prix 100 fois plus cher. Mon ordre fut donné, et Monsieur Peterson, avec l'efficacité de quelqu'un qui servait la famille d'un magnate depuis des décennies, a agi instantanément. En 1 heure, la nouvelle que le propriétaire avait besoin d'une vente urgente du manoir de 10 000 pieds carrés à Beverly Hills fut envoyée au plus grand requin du marché immobilier de Los Angeles. Ce manoir n'était pas une propriété ordinaire. C'était l'un des domaines les plus emblématiques de la région. Construit par mon père avec un soin méticuleux, chaque détail des pavés de la cour au système de sécurité de pointe était le meilleur du meilleur. Sa valeur marchande à l'époque n'était pas inférieure à 25 millions de dollars. Et plus important encore, il était uniquement à mon nom, Abigail Thompson, un bien propre qui m'avait été offert par mes parents lors de mon mariage. C'était mon atout ultime. La nouvelle qu'une perle aussi rare était sur le marché a créé une frénésie immédiate. Mais la condition que j'ai imposée fut ce qui a vraiment provoqué des ondes de choc, un prix de vente de 22 millions de dollars, soit près de 15% en dessous de la valeur marchande. La seule condition était que l'acheteur devait payer la totalité de la somme en espèces ou par virement bancaire dans les 48 heures. Le téléphone de Monsieur Peterson ne cessait de sonner. Les courtiers et les magnats de l'immobilier n'en croyaient pas leurs oreilles. Est-ce sérieux, Monsieur Peterson? Pourquoi Madame Anderson vend-elle si vite? La famille a-t-elle des problèmes? Il doit y avoir une histoire là-dessous. Personne ne vendrait un chef-d'œuvre pareil à ce prix-là. Monsieur Peterson donnait une réponse uniforme, suivant le script que j'avais tracé. La famille a une affaire privée à régler d'urgence. Madame Anderson ne souhaite pas s'étendre sur le sujet. Toute personne ayant un intérêt sérieux et la capacité financière peut visiter la propriété. Nous ne recevrons pas les curieux. Le mystère et l'urgence n'ont fait que rendre l'affaire plus attrayante. Cet après-midi-là, un défilé de voitures de luxe s'est aligné devant les grilles de mon manoir. Ils venaient non seulement pour voir la maison, mais pour essayer de découvrir ce qui était arrivé à la famille du président Thompson. Je n'ai pas montré mon visage. Je suis resté assise dans mon bureau au 2e étage, observant tout sur les moniteurs de sécurité. J'ai donné à Monsieur Peterson les pleins pouvoirs pour gérer les visites. Il les a guidés lors d'une visite, soulignant les équipements et répétant la condition d'un paiement unique dans les 48 heures. Beaucoup ont hésité devant les conditions de paiement strictes, mais parmi les ultra-riches,
il ne manquait jamais de gens prêts à saisir une aubaine. Le soir même, un prétendant sérieux s'était manifesté. C'était M. Harrison, propriétaire d'une grande chaîne hôtelière et figure redoutable du monde des affaires. Il a inspecté la maison de fond en comble sans dire un mot sur le prix. Il n'a posé qu'une seule question à Monsieur Peterson, la maîtresse de maison est-elle certaine de sa décision? Monsieur Peterson a simplement hoché la tête. Très certaine, monsieur. Très bien, dit Monsieur Harrison d'un ton décisif. Je reviendrai demain à 9 h avec mon avocat et une mallette contenant la compte. Si tous les papiers sont en ordre, 22 millions de dollars seront sur le compte de la dame 24 heures plus tard. Tout s'est passé encore plus vite que je ne l'avais prévu. L'accord historique fut conclu en moins de 12 heures. Le lendemain matin, à 9 heures précises, Monsieur Harrison et son équipe sont arrivés. Les formalités administratives ont été traitées rapidement sous la supervision de grands avocats des deux côtés. Tout ce que je devais faire, sous l'apparence d'une héritière déchue, était de m'asseoir là et de signer. Lorsque la dernière signature fut apposée et que l'alerte SMS confirmant le transfert de 22 millions de dollars sur mon compte bancaire suisse secret est apparue, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. La première frappe avait été un succès retentissant. J'avais converti un actif fixe en un flux massif de liquidités, prêt pour mes prochaines étapes. La nouvelle que le manoir de 25 millions de dollars avait été vendu en un seul jour s'est propagée comme une traînée de poudre. Les voisins ne pouvaient s'empêcher de bavarder. Oh mon Dieu, tu as entendu? La maison des Anderson s'est vendue si vite. Ils ont dû faire faillite. J'ai entendu dire que les affaires de son mari ont échoué. Pauvre fille, si jeune et déjà obligée de vendre sa maison pour payer ses dettes. J'ai tout entendu alors que le camion de déménagement arrivait. J'avais donné instruction à Monsieur Peterson de ne faire emballer que mes effets personnels et les objets de famille de mes parents. Le reste, tous les meubles coûteux que Michael avait choisis, je les laissais derrière moi. Je ne voulais rien emporter qui me rappelle ce passé trompeur. Alors que je franchissais les grilles pour la dernière fois, je me suis retourné pour regarder la maison. Elle avait été autrefois mon foyer, mon paradis. Maintenant, ce n'était qu'un souvenir vide. Mais je n'étais pas triste, car je savais que ce n'était pas une fin. C'était un début, le début d'une guerre que j'étais certaine de gagner. La voiture qui m'emmenait n'est pas allée vers un abri temporaire. Elle a roulé directement vers un autre penthouse luxueux au cœur de la ville, l'une des propriétés que mon père avait secrètement mises de côté pour moi. De là, je commencerai à reconstruire ma vie. Et de là, je regarderai la chute de l'homme qui m'avait trahi. Pendant que j'étais occupé par mes plans à l'autre bout du pays, Michael et Jessica étaient toujours perdus dans leurs rêves. Ils n'avaient aucune idée que la maison dans laquelle ils prévoyaient de revenir ne leur appartenait plus. Mon action fut rapide et silencieuse. Alors que tout Los Angeles bourdonnait à propos de la vente éclair du manoir, j'étais déjà installé dans un penthouse luxueux dans l'un des immeubles les plus sécurisés de la ville, un endroit qu'aucun paparazzi ou détective privé ne pourrait atteindre. De là, à travers de vastes baies vitrées, je pouvais voir toute la ligne d'horizon de la ville. Mais à mes yeux désormais, Los Angeles n'était pas une ville de glamour, mais un échiquier géant. Et c'était moi qui contrôlais les pièces les plus importantes. Vendre le manoir n'était que le premier coup, une frappe préventive pour couper la retraite de Michael. Mais je savais que ce n'était pas suffisant. Il avait encore de l'argent, d'autres actifs dans le pays, et surtout, il portait toujours le titre de mon mari légal. Je devais resserrer le nœud coulant pour le dépouiller de tout, ne lui laissant aucune issue. Dès le lendemain matin, mon équipe juridique et moi avons commencé la deuxième phase du plan, la liquidation et la saisie des actifs. La première tâche consistait à gérer l'immense fortune que je possédais désormais. En plus des 22 millions de dollars de la vente de la maison, j'avais 10 millions de dollars supplémentaires provenant de mon fonds fiduciaire personnel et de divers comptes d'épargne, soit un total de 32 millions de dollars, un chiffre qui ferait tourner la tête à n'importe qui. Je ne pouvais pas laisser cet argent dans des banques nationales. Je savais qu'une fois que Michael réaliserait ce qui se passait, il essaierait frénétiquement de geler mes comptes, utilisant la loi pour réclamer sa part de nos actifs matrimoniaux. Avec l'aide d'experts financiers de haut niveau du groupe Thomson, la totalité des 32 millions de dollars fut habilement retirée et canalisée par divers canaux d'investissement, des actions et obligations au fonds à Singapour. Finalement, tout fut légitimé et transféré sur un compte de résidence sécurisé que mon père avait ouvert pour moi en Suisse. En 24 heures, sur le papier, Abigail Thomson aux États-Unis était devenue pratiquement sans le sou. Pendant que l'argent était en transit, j'ai simultanément franchi l'étape juridique décisive.
Je me suis assise avec mon avocat et j'ai signé une demande de divorce unilatérale. Elle était accompagnée non pas d'un plaidoyer émotionnel larmoyant, mais d'un dossier épais de preuves que M. Peterson avait collecté des photos de Michael et Jessica à l'aéroport, des relevés bancaires prouvant qu'il avait détourné 7 millions de dollars de l'entreprise, et même des enregistrements audio de ses conversations avec sa maîtresse avouant la liaison. Avec ces preuves, dit mon avocat avec confiance, nous pouvons non seulement obtenir un divorce rapide, mais nous pouvons également demander au tribunal une injonction d'urgence pour geler tous les actifs enregistrés au nom de M. Anderson aux États-Unis afin d'assurer l'exécution du jugement. Et c'était exactement ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'un seul centime de ces actifs. L'Audi qu'il conduisait, l'appartement qu'il avait acheté pour ses parents, ses maigres parts dans le cabinet d'architecture, tout cela n'était que de la menue monnaie comparé à ce qu'il m'avait pris. Mais je voulais les saisir. Je voulais qu'il goûte au sentiment d'impuissance, au sentiment d'avoir tout gelé, tout comme il avait gelé mon cœur. La pétition fut déposée, et un jour plus tard, une injonction d'urgence fut émise. Chaque compte bancaire au nom de Michael Anderson fut gelé. Toutes les transactions liées à ses actifs furent suspendues. Le filet avait été jeté parfaitement. À New York, il n'aurait bientôt plus de maison où revenir. Dans le reste du pays, il n'aurait plus un centime à son nom. Il était complètement isolé, coupé de toute ressource comme un animal en cage acculé dans un coin. Tout fut achevé en seulement 3 jours. 3 jours pour changer un destin. Je me suis assise dans mon pentouse, regardant les lumières de la ville, me sentant étrangement calme. Je ne me sentais pas triomphante, juste une profonde fatigue après une bataille mentale épuisante. À ce moment-là, M. Peterson entra en tenant un téléphone qui vibrait. « Madame, c'est M. Anderson. » J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. L'appel provenait d'un numéro de New York. Une semaine s'était écoulée depuis son départ. Il appelait probablement pour prendre des nouvelles de la femme qu'il pensait toujours attendre à la maison et aussi pour commencer à donner ses ordres à M. Peterson. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement tendu le téléphone à M. Peterson. « Prends l'appel, dis-je, et dis exactement ce que je t'ai dit. » M. Peterson a hoché la tête, a répondu et a mis l'appel sur haut-parleur. Une voix familière, arrogante et condescendante a rempli la pièce. « Allô, Monsieur Peterson. Tout va bien à la maison? » « Oui, monsieur. Tout est comme d'habitude. » « Bien. N'oubliez pas d'être discret. Ne laissez rien savoir à ma femme, Madame Anderson. Dites-lui simplement que je suis occupé en réunion toute la journée. Si quelqu'un demande, vous dites cela. Compris? Je suis resté assise là, écoutant en silence. Le même ton autoritaire, les mêmes mensonges sans l'ombre d'un remords. Il n'avait aucune idée que dans quelques secondes son monde s'effondrerait. La voix satisfaite de Michael résonnait dans le haut-parleur, remplissant le pentouse calme. Il était toujours profondément ancré dans son rôle de cadre puissant, croyant que tout à la maison était sous son contrôle et que sa douce épouse l'attendait sagement. Il ignorait que la personne écoutant ses ordres n'était pas seulement le vieux gouverneur, mais aussi moi, la femme qu'il venait de mentionner. Monsieur Peterson a gardé son sang-froid habituel. Il m'a jeté un coup d'œil comme s'il cherchait une permission finale. J'ai fait un léger signe de tête. C'était le moment. Monsieur, commença Monsieur Peterson, sa voix n'étant plus le ton déférent d'un employé, mais la voix ferme et claire de quelqu'un délivrant une vérité irréfutable. Il y a quelque chose que je pense que vous devez savoir. Qu'est-ce que c'est? La voix de Michael à l'autre bout était toujours condescendante, légèrement agacée d'être interrompue. Ma femme a encore fait une virée shopping? Monsieur Peterson ignora la question. Il parla lentement, chaque mot étant un coup de marteau contre l'arrogance de Michael. Non, monsieur, ce n'est pas cela. Madame Anderson a vendu le manoir de 25 millions de dollars et est partie la semaine dernière. Une pause, un silence étouffant s'est prolongé pendant plusieurs secondes à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage de Michael à cet instant, l'autosatisfaction disparaissant, remplacée par une incrédulité totale. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? A-t-il finalement réussi à bafouiller, sa voix tendue et méconnaissable. Vendu la maison? Vous vous moquez de moi? Pourquoi vendrait-elle la maison? À qui l'a-t-elle vendue? Pour combien? Un barrage frénétique de questions a jailli. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais parti ou où j'étais allé, sa première préoccupation concernait toujours l'argent. Monsieur, je n'en connais pas les détails, répondit Monsieur Peterson, le ton toujours égal.
Je sais seulement que Madame Anderson a terminé toutes les procédures très rapidement. La maison a un nouveau propriétaire, et elle a déménagé. Elle n'a pas dit où elle allait. Pas possible. Impossible, j'ai entendu Michael rugir au téléphone, suivi du bruit de quelque chose qui se brise. Elle a osé faire ça dans mon dos? Quel droit a-t-elle de vendre cette maison? C'est notre maison. Monsieur, répondit froidement Monsieur Peterson, selon les documents légaux, le manoir est enregistré uniquement sous le nom de Madame Abigail Thompson. C'est sa propriété personnelle acquise avant le mariage. Elle a le droit absolu d'en disposer. Un autre silence. Cette fois, je pouvais entendre la respiration saccadée de Michael. Il avait été piégé par la loi même qu'il cherchait à exploiter. Il savait que Monsieur Peterson avait raison. La maison, le plus gros lot qu'il avait toujours convoité, était quelque chose qu'il ne pourrait jamais toucher sans mon consentement. Alors où est-elle allée, demanda-t-il, sa voix maintenant teintée de désespoir. Je ne sais pas, monsieur. Elle n'a laissé aucun message. Elle a seulement dit, s'il appelle, dites-lui que le jeu est terminé. Le jeu? Oui, continua Monsieur Peterson, portant le coup de grâce. Elle m'a aussi demandé de transmettre qu'elle a une surprise pour vous. Peut-être devriez-vous vérifier vos comptes bancaires. Sur ce, sans attendre la réaction de Michael, M. Peterson a mis fin à l'appel de manière décisive. Le pantouse retomba dans le silence. J'étais assise là, ne ressentant aucune satisfaction, seulement du vide. Le rideau était tombé sur le premier acte. À l'autre bout du pays, dans un appartement de luxe à New York, un véritable cauchemar commençait à peine. Après l'appel téléphonique choquant, Michael a essayé frénétiquement de rappeler Monsieur Peterson, mais en vain. Il m'a appelé des dizaines de fois, mais mon téléphone dormait déjà dans un tiroir. Il a appelé ses parents. Quoi? Vendu la maison, sa mère, Madame Anderson, a hurlé au téléphone. Impossible. Elle a vraiment fait ça? Son père était plus calme, mais sa voix était remplie d'anxiété. Fils, calme-toi. Elle est probablement juste contrariée par quelque chose. Ta mère et moi irons vérifier la situation. Mais lorsqu'ils sont arrivés au manoir, ils n'ont été accueillis que par une grille en fer verrouillée et une équipe de gardes de sécurité inconnue. Désolé, c'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer. La véritable panique s'est installée. Michael a commencé à vérifier ses comptes. Il a ouvert son application bancaire et s'est figé. Tous ses comptes chèques, épargne et courtage affichaient les mêmes lettres rouges frappantes, comptes gelés par ordonnance du tribunal. Il ne lui restait plus un seul dollar. Son seul espoir résidait dans ses cartes de crédit international. Il a vérifié les limites à la hâte. Elles étaient toujours actives. Il a poussé un soupir de soulagement. Au moins, il avait encore de l'argent pour maintenir son style de vie luxueux à New York pour subvenir aux besoins de Jessica et de leur enfant à naître. Il ne savait pas que ce n'était qu'un faux sentiment de sécurité, qu'un piège bien plus grand l'attendait. Le choc d'avoir ses avoirs gelés chez lui a laissé Michael chancelant, mais il a essayé de rester calme. Il s'est convaincu que ce n'était qu'un caprice de ma part, que quelques paroles douces à son retour arrangeraient tout. De plus, il avait toujours ses cartes de crédit international à plafond élevé assez pour continuer sa vie extravagante à New York et garder sa jeune maîtresse, Jessica, heureuse. Son plan était fixé, laisser Jessica accoucher ici, obtenir la citoyenneté américaine pour le bébé et utiliser cela comme un atout dans ses négociations avec moi. Il croyait toujours que mon amour pour lui était si profond que j'accepterais n'importe quoi. Il n'a pas dit toute la vérité à Jessica, seulement que l'entreprise au pays faisait face à des problèmes mineurs et que ses comptes étaient temporairement gelés, mais que tout était sous contrôle. Jessica, une femme habituée à une vie de loisirs, n'était pas inquiète. Tant que Michael pouvait encore financer ses virées shopping et ses dîners 5 étoiles, rien d'autre n'importait. Ils ont continué leur journée d'indulgence. Michael dépensait délibérément de manière plus somptueuse, à la fois pour maintenir son image et pour masquer la peur grandissante dans son cœur. Puis le deuxième coup fatal est tombé par un après-midi ensoleillé à Manhattan. Après un examen prénatal de routine dans une clinique prestigieuse, Jessica a insisté pour que Michael l'emmène sur la 5e avenue. Elle avait des vues sur un sac Hermès Birkin en crocodile rose en édition limitée. Chérie, roucoula-t-elle en s'accrochant à son bras. Je suis sur le point d'accoucher. Peux-tu m'acheter ça comme cadeau de célébration? Quand notre fils sera né, j'aurai tellement de choses à transporter.
Bien que le prix à 6 chiffres du sac l'ait fait grimacer intérieurement, Michael, voulant sauver les apparences et lui plaire, a hoché la tête. Tout ce que tu voudras, chérie. Ils sont entrés dans la luxueuse boutique Hermès. Michael a présenté avec assurance sa carte American Express Centurion, la convoitée Black Card, son symbole de statut ultime. Il l'a remise à la conseillère de vente avec un air d'assurance. La conseillère a souri et a passé la carte. Puis son sourire a disparu, remplacé par un regard de confusion. Elle l'a passé encore et encore. Monsieur, dit-elle en levant les yeux d'un air d'excuse, je suis vraiment désolé, mais votre carte a été refusée. Refusée. Michael était stupéfait. C'est impossible. Vérifiez encore. Il n'y a jamais de problème avec ma carte. J'ai essayé plusieurs fois, monsieur. Le système indique que la carte a été suspendue par la banque émettrice. Tous les regards dans le magasin se sont tournés vers eux. Jessica, qui essayait le sac avec enthousiasme, a rougi d'embarras. Michael, qu'est-ce qui ne va pas, chuchota TL, sa voix pointue d'agacement. Aviez-vous oublié de payer la facture du mois dernier? Non-sens, lança-t-il d'un ton sec. Il sortit rapidement une autre carte. Une Visa Infinite. Essayez celle-ci. Le résultat fut le même. Monsieur, cette carte est également refusée. Maintenant, une véritable panique s'empara de Michael. Une sueur froide perla sur son front. Il sortit toutes les cartes de son portefeuille, chacune étant une carte premium, mais la réponse était toujours le même hochement de tête regrettant de l'associer aux ventes. Toutes ces cartes de crédit, les cartes qu'il pensait illimitées, avaient été suspendues. Il ne comprenait pas. Elles étaient toutes des cartes supplémentaires liées à mon compte principal. Comment aurais-je pu les suspendre? Il ignorait qu'en tant que titulaire principal de la carte et avec le soutien d'une équipe juridique de premier plan, j'avais le droit absolu de faire exactement cela. Je l'avais laissé dépenser librement pendant une semaine seulement pour recueillir plus de preuves de son mode de vie prodigue. Jessica, je suis tellement désolé, bégaya Michael en se tournant vers elle. Il doit y avoir une erreur à la banque. Peut-être que nous pourrons revenir un autre jour. Mais la patience de Jessica était à bout. Elle posa violemment le sac Birkin sur le comptoir. Une erreur? Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur ici, Michael, siffla TL. Dis-moi la vérité. Es-tu fauché? Non, bien sûr que non, gnia-t-il rapidement. Alors pourquoi tes cartes ne fonctionnent-elles pas? Ne me mens pas. Ils commencèrent à se disputer là, au milieu de la boutique de luxe, sous les regards curieux et méprisants des autres clients. Michael dut la traîner hors du magasin dans une humiliation totale. Le véritable cauchemar commença. Sans carte de crédit, l'argent liquide qu'ils avaient apporté était presque épuisé après des jours de dépenses somptueuses. Ils étaient bloqués à l'autre bout du pays, séjournant dans un hôtel de luxe qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. L'hôpital où Jessica était inscrite pour accoucher commença à appeler, exigeant le prépaiement du forfait d'accouchement, qui coûtait des dizaines de milliers de dollars. Leur romance de conte de fées se dissout rapidement en dispute constante sur l'argent. Je ne peux pas croire que tu aies laissé les choses en arriver là, criait-elle. Tu m'avais promis une vie de luxe. Notre fils sera bientôt là. As-tu l'intention de le faire naître dans la rue? Les accusations de Jessica étaient comme des poignards pour la fierté déjà brisée de Michael. Il avait tout perdu, sa carrière, sa maison, ses voitures, son argent. Et maintenant, la maîtresse pour laquelle il avait tout risqué se retournait contre lui. Mais dans son désespoir, une idée jaillit dans son esprit. Il avait encore une dernière carte à jouer, une carte qui, selon lui, pourrait renverser la situation. Pendant que Michael et Jessica faisaient face à leur cauchemar financier à New York, de retour à Los Angeles, j'exécutais l'étape suivante de mon plan, disparaître complètement. Après avoir vendu le manoir et gelé les actifs de Michael, je n'étais pas retourné dans la propriété de mon père. Je savais que ce serait le premier endroit où lui et sa famille me chercheraient. Au lieu de cela, M. Peterson et moi avons emménagé dans un autre Penthouse, l'une des propriétés secrètes de ma famille, au sommet d'un gratte-ciel doté d'une sécurité multicouche. La première chose que j'ai faite a été de casser ma vieille carte SIM en deux, rompant tout contact avec le passé. J'ai obtenu un nouveau numéro connu seulement de mon père, de Monsieur Peterson et de mon équipe juridique. J'ai supprimé tous mes comptes de médias sociaux. Abigail Anderson, l'épouse douce et l'héritière, avait officiellement disparu. Je ne l'ai pas fait par peur,
mais pour laisser Michael éprouver la même panique et la même impuissance de ne pas pouvoir me trouver ou me contrôler. Je voulais qu'il vive dans le tourment de ne pas savoir où j'étais, ce que je faisais et quel serait mon prochain mouvement. Sa panique vint plus tôt que je ne l'espérais. À New York, après le désastre des cartes de crédit, Michael appela frénétiquement mon ancien numéro pour constater qu'il était débranché. Des dizaines, puis des centaines d'appels allèrent vers un numéro qui n'existait plus. Au début, ces messages étaient des menaces colériques. « Abigail, à quel jeu joues-tu ? Réactive mes cartes maintenant. Tu crois que ça me fait peur ? Ne pousse pas le bouchon trop loin. » Mais quand ces messages furent accueillis par un silence absolu, son ton commença à changer. L'arrogance disparut, remplacée par la confusion. « Abby, je suis désolé. Où es-tu ? Réponds, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Reviens. Parlons-en. Nous pouvons arranger ça. » Et enfin vint le désespoir. « S'il te plaît, réponds-moi. Je suis complètement fauché. Jessica est sur le point d'accoucher. Tu ne peux pas être aussi cruel. » Je lisais les messages qui m'étaient transmis par M. Peterson via un système de suivi sans aucune émotion. Cruel ? Comparé au fait qu'il m'ait abandonné, c'était de la miséricorde. Incapable de me joindre, Michael appela nos amis communs, mais ils avaient tous reçu la même instruction. Je vais bien, mais je ne veux pas être dérangé. Personne ne savait où j'étais. Personne ne pouvait lui donner d'informations. Il criait dans le vide. Pendant ce temps, mon père et Monsieur Peterson avançaient discrètement leurs pions. Ils ne se contentaient pas de retirer les fonds, ils commencèrent une campagne de dénigrement ciblé. Des informations selon lesquelles l'entreprise de Michael était criblée de dettes et sur le point de faire faillite furent habilement divulguées au milieu des affaires. Les partenaires restants, qui n'avaient pas encore été affectés par le retrait de capital, devinrent méfiants et commencèrent à se retirer. L'entreprise de Michael, déjà vacillante, était maintenant véritablement au bord de l'effondrement. Depuis son exil lointain, Michael ne pouvait que regarder impuissant son empire s'écrouler à travers les appels de plus en plus rares de ses quelques employés restants. Il essaya de revenir pour arranger les choses, mais sans argent et sans carte de crédit, il ne pouvait même pas s'offrir un billet en classe économique. Il était bel et bien piégé, emprisonné dans la cage dorée qu'il s'était construite. Ma disparition et mon silence s'avérèrent être la forme la plus puissante de torture psychologique. Cela l'obligea à affronter son impuissance, à goûter à l'abandon qu'il m'avait infligé. De mon penthouse, je regardais les lumières de la ville. Je savais que quelque part au loin, un homme cherchait désespérément la femme que j'étais autrefois. Mais il ne la retrouverait plus jamais. La personne qu'il devrait affronter maintenant était une Abigail complètement différente. Ma disparition était un fantôme qui hantait Michael jour et nuit. Piégé dans une ville lointaine sans argent ni pouvoir, il ne restait plus rien de lui qu'un sentiment croissant d'impuissance et de peur. Mais la personne qui ressentait l'effondrement le plus intensément n'était pas Michael, mais Jessica. Qu'est-ce qui l'avait attiré vers lui ? La façade glamour, la voiture de luxe, les cadeaux de créateur et la promesse de devenir l'épouse d'un homme riche. Elle avait accepté de tomber enceinte et de le suivre à travers le pays, tout cela pour la promesse d'une vie somptueuse et de la citoyenneté américaine pour son enfant. Maintenant, toutes ces promesses s'écroulaient sous ses yeux. Le rêve de Jessica d'une nouvelle vie se transforma rapidement en cauchemar. Ils furent expulsés de leur hôtel 5 étoiles pour non-paiement et durent emménager dans un motel bon marché dans un quartier délabré. La maternité haut de gamme où elle était inscrite envoyait des factures constantes, menaçant de refuser ses services s'ils ne payaient pas d'avance les frais d'accouchement exorbitants. Les dîners raffinés furent remplacés par des nouilles instantanées et de la restauration rapide. Jessica, une femme choyée qui n'avait jamais connu de difficultés, ne pouvait supporter ce changement soudain. Leur romance de conte de fées dégénéra en disputes interminables. « Michael, regarde-toi » criait-elle dans leur chambre exiguë et moisie. « Qu'est-ce que tu m'avais promis ? Tu m'avais promis une vie de luxe. Et maintenant quoi ? Je suis coincé dans ce trou à rats et nous n'avons même pas les moyens de nous payer des vitamines prénatales. Tais-toi. » Michael, au bout du rouleau, répliqua d'un ton sec. « Tu crois que je veux ça ? J'essaie d'arranger les choses. » Arranger les choses ? Comment ? Se moqua Jessica, un regard de pur mépris sur le visage. En restant assis ici, la tête entre les mains, à appeler une femme qui ne décroche jamais ? Michael, je me fiche de savoir qui est ta femme ou ce qu'elle fait. Tout ce que je sais,
c'est que notre fils est sur le point de naître et que tu as une responsabilité. » Elle commença à poser des exigences, les exigences d'une personne acculée et ne pensant qu'à elle-même. « Il n'y a plus que 2 options maintenant, dit-elle d'une voix dure. Premièrement, tu appelles tes parents et tu leur dis de vendre leur maison, de vendre tout ce qu'ils ont, et de nous envoyer l'argent. Deuxièmement, tu vends tes parts dans l'entreprise immédiatement. »« Es-tu folle ?» hurla Michael. « Mes parents n'ont pas d'argent. Cette maison est la seule chose qu'ils possèdent. Et mes parts dans l'entreprise, elles sont toutes gelées. Comment pourrais-je les vendre ? » ?»« Je m'en fiche » hurla Jessica, les larmes coulant sur son visage. « C'est ton problème. Si tu ne peux pas subvenir à mes besoins et à ceux de notre fils, ne me reproche pas d'être impitoyable. Je ne laisserai pas mon enfant naître dans cet enfer. » Elle commença à faire pression sur lui, menaçant de partir, menaçant d'interrompre la grossesse. Elle utilisa leur enfant à naître comme une arme, faisant chanter l'homme qu'elle prétendait autrefois aimer. Michael était complètement coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, une femme qui avait disparu avec leur fortune, de l'autre, une maîtresse enceinte qui devenait de plus en plus désespérée et déséquilibrée de jour en jour. Il essaya d'appeler ses parents pour n'être accueillis que par des sanglots et des lamentations. Ils étaient également démunis, faisant face au mépris de leurs voisins. Dans un accès de désespoir, Michael fit quelque chose d'imprudent. Il sollicita des usuriers dans la communauté locale, utilisant son passeport comme garantie et signant des accords de prêt avec des taux d'intérêt exorbitants juste pour obtenir un peu d'argent temporaire afin d'apaiser Jessica et de payer les factures d'hôpital. Il n'avait aucune idée que cet acte était le dernier clou de son cercueil, creusant sa propre tombe. Il s'était engagé sur une voie sans retour, une voie où le prix à payer serait bien plus élevé que de l'argent. Depuis mon poste d'observation, grâce au réseau de M. Peterson, j'étais au courant de chacun de leurs mouvements. Je savais pour les disputes, la trahison de Jessica et les transactions de Michael avec les usuriers. Je n'intervins pas, je regardais simplement en silence. C'était le karma qu'ils devaient porter eux-mêmes. Leur navire de l'amour, construit sur des mensonges et le matérialisme, coulait maintenant au milieu de l'océan. La tempête médiatique que j'avais orchestrée balaya le monde des affaires, laissant derrière elle les décombres d'Anderson Architecture et la réputation de la famille Anderson. Michael, autrefois un jeune directeur célébré, était maintenant un fraudeur détesté. Bloqué à New York, il était non seulement à court d'argent mais aussi à court d'options. La vie dans la chambre de motel bon marché devint de plus en plus étouffante. La dette envers les usuriers augmentait chaque jour. Jessica, sa grossesse avançant, avait perdu toute patience. Leur dispute ne portait plus sur des sacs Birkin ou des Bentley, mais sur chaque repas, chaque dollar dépensé. « Michael, c'est quoi le plan ?» cria Jessica, montrant du doigt le dernier avis de l'hôpital. « Ils ont dit que si nous ne payons pas cette semaine, ils ne m'admettront pas. Veux-tu que j'accouche dans la rue ? Je sais. Arrête de crier. » Michael avait perdu tout son sang-froid. Il s'arrachait les cheveux. J'essaie de trouver une solution. Mais il n'avait plus d'option. Les amis lui avaient tourné le dos. Les partenaires avaient déposé des plaintes. Sa famille restée au pays était en ruine. Il était véritablement acculé. Enfin, après de nombreuses nuits blanches à affronter la dure réalité que son rêve américain était terminé, Michael fut contraint de prendre la décision la plus amère de toutes, repartir. Repartir à Los Angeles, repartir pour faire face au désordre qu'il avait créé, et surtout, repartir pour me trouver la dernière bouée de sauvetage à laquelle il pouvait se raccrocher. Mais même le retour ne fut pas facile. Sans argent et avec son passeport détenu par les usuriers, il dut ravaler sa fierté et passer un appel désespéré à ses parents. Après avoir écouté leurs pleurs et leurs reproches, ils rassemblèrent assez d'argent pour lui envoyer de quoi payer 2 billets d'avion en classe économique. Le vol à travers le pays de New York à Los Angeles fut le voyage le plus long et le plus pesant de leur vie. Ils n'échangèrent pas un mot. Michael était consumé par l'anxiété et la peur de ce qui l'attendait. Jessica fixait simplement la fenêtre, planifiant silencieusement sa propre évasion. Son rêve de vie aisée était terminé. L'avion atterrit à LAX par un après-midi étouffant. Alors que Michael et Jessica, l'air épuisé et débraillé, traînaient leurs valises bon marché à travers la porte des arrivées, ils ne furent pas accueillis par la famille. « Monsieur Anderson, nous vous avons cherché partout. » Un groupe d'hommes à l'allure menaçante, mené par un homme large et lourdement tatoué, les entoura soudainement. C'étaient ses créanciers, les actionnaires qu'il avait escroqués, qui avaient lu les nouvelles de sa fuite et qui attendaient à l'aéroport depuis des jours.
Qui êtes-vous? Le visage de Michael devint pâle. Il tira instinctivement Jessica derrière lui. Qui sommes-nous? L'homme large ricana. Nous sommes vos créanciers. Vous avez pris notre argent pour aller vous amuser avec votre petite maîtresse, et maintenant vous prétendez ne pas nous connaître. Non, il y a un malentendu, essaya d'expliquer Michael. Ne nous sers pas cette salade de malentendus, intervint un autre homme. Tout est dans les infos. Si tu ne nous rembourses pas aujourd'hui, tu ne quittes pas cet aéroport. La foule commença à les bousculer et à les insulter. Jessica, très enceinte, hurla de terreur. La scène sombra dans le chaos. Des badauds curieux se rassemblèrent autour d'eux, filmant avec leur téléphone. Et bien sûr, les reporters que j'avais dépêchés étaient là, capturant chaque détail de ce retour spectaculaire. L'image du directeur autrefois fringant agressé par des créanciers à l'aéroport devint rapidement une autre information de dernière minute. Finalement, la sécurité de l'aéroport intervint. Michael et Jessica furent emmenés dans un bureau pour interrogatoire, mais lorsqu'il en sortit, son moral était brisé. L'humiliation était totale. Il était revenu non pas comme un cadre, mais comme un criminel. L'accueil tumultueux à l'aéroport n'était que le début de la honte publique de Michael. Après avoir été relâché par la sécurité de l'aéroport, lui et Jessica n'avaient nulle part où aller. Le bail de l'appartement de luxe qu'il avait loué pour elle avait été résilié. Notre manoir était vendu. Sa seule option était de ramener sa maîtresse enceinte dans la petite maison exiguë de ses parents, dans une banlieue ouvrière. Un cadre autrefois puissant et une lead girl glamour étaient maintenant entassés dans un espace minuscule, faisant face aux critiques constantes de sa mère, au silence de pierre de son père et au regard méprisant des voisins. Le conte de fées était terminé, ne laissant qu'une réalité dure et sans issue. Ayant tout perdu sans autre recours, ils eurent recours à leur tactique finale, la plus désespérée et la plus éhontée, les supplications publiques. Un matin, alors que mon père et moi prenions notre petit déjeuner dans le jardin paisible de son domaine, une femme de ménage entra tout agitée. « Monsieur, madame, la famille de monsieur Anderson est à la porte. Ils sont à genoux. » Mon père et moi avons échangé un regard. La performance que nous avions anticipée commençait enfin. « Laissez-les s'agenouiller, dis-je en me levant. Quand je donnerai le signal, ouvrez les portes. » Je montai à l'étage et me changeai pour mettre une robe simple avec un maquillage léger. Je ne voulais pas paraître puissante. Je voulais paraître comme l'épouse blessée, pour voir jusqu'où il pousserait cette mise en scène. Sur le moniteur de sécurité, je les vis tous les trois, Michael, sa mère et son père agenouillés devant les portes massives. Sa mère gémissait dramatiquement au profit des badauds curieux. Oh, quelle injustice! Ma belle-fille est en colère contre mon fils et l'a quitté. Maintenant, mon fils est revenu pour s'excuser et elle ne veut même pas le laisser entrer. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Ils essayaient d'utiliser l'opinion publique pour transformer la pitié en arme afin de me mettre la pression, une tactique vraiment méprisable. Après qu'ils eurent assuré ce spectacle pendant près d'une heure et qu'une foule importante se fut rassemblée, je fis signe aux gardes d'ouvrir les portes. Ils furent conduits au salon. Dès qu'ils me virent, tous trois se précipitèrent vers l'avant. Michael tomba à genoux et m'attrapa les jambes. « Abby, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » C'était Jessica. Elle m'a tendu un piège. Elle m'a ensorcelé. Je n'aime que toi. Sa mère fondit également en larmes. Abigail, s'il te plaît, pardonne à Michael. Il a été stupide et s'est fait piéger. Tu es sa femme. Si tu ne le soutiens pas, qui le fera? Regarde notre famille. Elle est en ruine. Comment peux-tu être si sans cœur? C'étaient des acteurs magistraux, un mari séduit par une tentatrice, une famille pitoyable déchirée par une tierce personne. Ils essayaient de me peindre non pas comme la victime, mais comme une épouse égoïste et impitoyable. Je restais silencieuse, les laissant jouer leur rôle. Je regardais l'homme agenouillé à mes pieds, l'homme qui m'avait abandonné. Je regardais la belle-mère qui avait encouragé son fils à me quitter. Leurs larmes, leurs paroles, tout cela était si dégoûtant de fausseté. Lorsqu'ils eurent épuisé leurs larmes et leurs supplications, je pris enfin la parole, ma voix dénuée d'émotion. « Avez-vous fini votre performance ?» Tous les trois se figèrent. « Si vous avez terminé, continuez-je, alors c'est mon tour. » Je fis signe à monsieur Peterson. Avec une expression sombre,
il posa une tablette sur la table basse et l'alluma. L'écran n'affichait pas une vidéo, mais une série de fichiers audio et d'images. Un piège? J'ai ri froidement. Laissez-moi vous montrer qui tendait réellement le piège. Je jouais un fichier audio. La voix familière de la mère de Michael remplit la pièce, parlant à un voisin, dès qu'elle a vu mon fils traverser une passe difficile, elle s'est enfuie avec un autre homme. Je jouais un autre fichier. Cette fois, c'était Michael chuchotant à Jessica dans leur chambre d'hôtel, dès que cette idiote de femme signera les papiers, nous aurons tout. Je fis défiler les photos, le voyage romantique de Michael et Jessica, les relevés bancaires des virements secrets qu'il lui avait faits, et les SMS où il discutait de la manière de me soutirer plus d'argent. Regardez bien, dis-je, ma voix se durcissant. Était-ce un piège, ou était-ce un plan soigneusement calculé orchestré par votre propre fils bien-aimé? Les parents de Michael étaient sans voix, leurs visages vidés de toute couleur. Ils n'auraient jamais imaginé que chacun de leurs actes, chacune de leurs paroles, avait été enregistré. Michael était également stupéfait. Il ne comprenait pas comment j'avais obtenu tout cela. Il savait seulement que son pathétique acte de repentance avait échoué de manière spectaculaire. Et il y a plus, dis-je, portant le coup de grâce. Je leur montrai une copie du relevé bancaire de Michael détaillant d'importants retraits inexpliqués. À quoi as-tu utilisé cet argent, Michael? As-tu besoin que je le dise à haute voix, ou devrions-nous laisser les enquêteurs le découvrir par eux-mêmes? Je faisais référence aux 7 millions de dollars qu'il avait détournés de l'entreprise, un crime qui pourrait l'envoyer en prison. Une terreur put remplir les yeux de Michael. Il savait que je détenais non seulement la preuve de sa liaison, mais aussi tout son avenir entre mes mains. Leur demande de pitié s'était transformée en procès. Ils étaient venus en espérant renverser la situation avec des larmes, mais ils s'étaient trompés. Ils faisaient face à une nouvelle Abigail, celle qui ne croyait plus aux larmes, seulement aux preuves. La confrontation dans le domaine de mon père se termina par une défaite humiliante pour la famille Anderson. Ils partirent non pas avec l'espoir du pardon, mais avec une peur absolue. Ils savaient que je n'étais plus la naïve Abigail du passé. Je détenais assez de preuves pour envoyer Michael en prison. Le jeu était entièrement entre mes mains, mais je n'agis pas immédiatement. Je voulais leur donner encore un peu de temps, le temps que la peur fermente, le temps que leurs conflits internes explosent. Et je savais que le maillon faible, le premier domino à tomber, serait Jessica. Effectivement, quelques jours plus tard, un nouveau drame, encore plus fascinant que l'affichage pathétique de ma belle famille, commença à se dérouler. Jessica, revenue au pays dans la honte avec Michael, ne recevait plus le soutien somptueux auquel elle était habituée. Elle était forcée de vivre avec ses parents, faisant face au mépris de sa mère, au silence terrifiant de son père et à un avenir sombre. Le bébé était attendu d'un jour à l'autre, mais il n'y avait pas d'argent. Son rêve d'être l'épouse d'un riche cadre s'était évanoui. Et quand une femme matérialiste n'obtient pas ce qu'elle veut, elle devient incroyablement dangereuse. Elle commença à faire pression sur Michael. « Michael, où est l'argent? Tu avais promis que tu t'occuperais de moi et du bébé. Vas-tu laisser notre enfant naître dans ce trou à rats? J'y travaille, Michael, déjà un homme brisé, ne put que bégayer. Donne-moi juste plus de temps. Du temps? Je n'ai plus de temps, hurla Jessica. Si tu ne peux pas subvenir à nos besoins, je le ferai moi-même. Et sa façon de subvenir à ses besoins fut de se retourner contre son amant. Un matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'est moi, Jessica. Sa voix n'était plus douce et enjôleuse, mais froide et calculatrice. Que veux-tu, ai-je demandé. Je veux qu'on se voie. Nous avons un ennemi commun et je pense que nous pouvons travailler ensemble. Je n'ai pu m'empêcher de sourire avec mépris. Travailler ensemble? Quelle absurdité. Mais j'ai accepté, je voulais voir à quel genre de jeu cette renarde jouait. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme. Jessica avait l'air hagarde, mais ses yeux étaient toujours vifs. Elle est allée droit au but. Abigail, je sais que tu veux ruiner Michael, et j'ai ce qu'il te faut. Elle posa un téléphone sur la table. Là-dedans, dit-elle, se trouvent toutes les preuves de ses affaires illégales, les contrats frauduleux, les montages de blanchiment d'argent, les pots de vin qu'il a versés à des partenaires. Il était si fier autrefois, il me racontait tout. Il n'a jamais pensé que j'enregistrais tout. J'étais stupéfaite. Je n'avais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi rusée. Elle préparait sa porte de sortie depuis longtemps. Pourquoi me donnes-tu cela, ai-je demandé, sceptique.
Parce qu'il m'a trahi, dit Jessica, la voix pleine de ressentiment. Il m'a promis un avenir, mais maintenant il m'a poussé dans un coin. Je ne me laisserai pas abattre sans rien dire. J'ai besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour compenser ma jeunesse perdue et pour subvenir aux besoins de cet enfant. Elle me regarda droit dans les yeux. Donne-moi 2 millions de dollars. En échange, je te donne toutes ces preuves. Tu pourras t'en servir pour le détruire, et même l'envoyer en prison. Je prendrai l'argent et je disparaîtrai à jamais. C'était un échange direct. Je l'ai regardé, une belle jeune femme dont l'âme avait été corrompue par l'argent. J'ai ressenti à la fois du mépris et une pointe de pitié, mais j'ai refusé. Tu me crois si sotte, j'ai ri froidement. Je n'ai pas besoin de dépenser un seul dollar pour acheter ça. Les preuves que j'ai déjà suffisent à le ruiner. Et toi, en tant que complice, tu ne t'en sortiras pas indemne non plus. Le visage de Jessica pâlit. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si ferme. Mais j'ai continué, je peux te proposer une autre option. Au lieu de me vendre les preuves, pourquoi ne les utilises-tu pas pour négocier directement avec lui? Une lueur brilla dans les yeux de Jessica. Elle comprit, et c'est ainsi que le spectacle de lutte acharnée commença. L'après-midi même, Jessica rencontra Michael. Elle ne pleura pas, ne supplia pas. Elle posa le téléphone sur la table et diffusa un enregistrement où il discutait d'un projet de blanchiment d'argent. Michael se figea, horrifié que l'amant en qui il avait placé toute sa confiance lui plante désormais un couteau dans le dos. Tu as le choix, dit Jessica d'une voix de glace. Soit tu me transfères 5 millions de dollars en guise d'indemnité de rupture, soit tout ceci sera sur le bureau d'un détective demain matin. Michael s'effondra complètement. Il n'avait plus d'argent, plus de pouvoir, et était maintenant victime d'un chantage de la part de sa propre maîtresse. Il essaya de supplier, de faire des promesses, mais Jessica ne croyait plus un mot de ce qu'il disait. La confrontation entre les deux traîtres s'envenima. Ils s'insultèrent, se calomnièrent et en vinrent même aux mains. Monsieur Peterson, qui les surveillait discrètement, enregistra toute la scène. Les deux personnes qui s'étaient autrefois accrochées l'une à l'autre dans des hôtels de luxe s'entre-déchiraient maintenant comme des animaux sauvages pour de l'argent. La dépravation de la nature humaine était mise à nu. La bataille entre Michael et Jessica se jouait comme une tragédie comique, deux anciens alliés dans la tromperie se retournant l'un contre l'autre. Poussé à bout, Michael n'avait aucun moyen de répondre aux exigences de Jessica. Il vendit ses derniers objets de valeur et emprunta même davantage auprès de sources douteuses, mais ce n'était jamais assez. Le désespoir et la pression le transformèrent en une épave paranoïaque et craintive. Pendant qu'ils étaient occupés à s'autodétruire, la date d'audience pour notre divorce arriva. Ce jour-là, je suis entré dans le tribunal non pas comme une Abigail au cœur brisé ou vengeresse, mais avec un profond sentiment de calme. J'étais là non pas pour me venger, mais pour clore un chapitre douloureux de ma vie. Michael était également présent, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même décharné, les yeux creusés et le regard vide. Il était assis de l'autre côté de la salle d'audience, incapable de croiser mon regard. L'audience fut rapide. Mon équipe juridique présenta les preuves irréfutables, les photos de sa liaison, les relevés bancaires de ses détournements de fonds et le contrat de mariage qu'il avait lui-même signé. Chaque argument de son côté s'effondra. Son avocat tenta faiblement de plaider pour un partage des biens matrimoniaux, affirmant que la carrière de Michael s'était construite pendant notre mariage. Mon avocat le fit taire immédiatement. Monsieur le juge, déclara-t-il fermement, comme nous l'avons prouvé, la carrière de Monsieur Anderson a été entièrement orchestrée et soutenue par la famille de ma cliente. Ce n'était pas le fruit d'un effort conjoint, mais une partie d'un test matrimonial qui a échoué de manière catastrophique. De plus, par son adultère systématique, sa trahison et ses activités frauduleuses, Monsieur Anderson a fondamentalement violé le contrat de mariage, causant des dommages émotionnels et financiers irréparables à ma cliente. Le verdict du juge fut clair et décisif. Le divorce fut prononcé. J'ai obtenu la garde exclusive de notre fils, Alex. Michael se vit refuser tout droit de visite jusqu'à ce qu'il puisse démontrer une stabilité psychologique et personnelle significative. Quant aux actifs, le manoir de 25 millions de dollars et l'intégralité de mon fonds fiduciaire personnel furent confirmés comme mes biens propres. Les près de 7 millions de dollars qu'il avait détournés furent classés comme une dette personnelle qu'il était légalement obligé de rembourser à l'entreprise, qui était désormais, par défaut, mon entreprise. À l'énoncé du verdict, Michael ne montra aucune réaction. Il restait assis là, tête baissée, un homme qui avait accepté son sort.
il avait tout perdu, femme, enfants, carrière, argent et avenir. Il repartait non seulement les mains vides, mais accablé d'une dette colossale qu'il ne pourrait probablement jamais rembourser. J'avais remporté une victoire juridique absolue. Mais alors que je sortais du tribunal pour retrouver l'air frais de la liberté, je ne ressentais aucune joie, seulement un vide creux. La guerre était finie, mais les cicatrices restaient. Après le procès, les vies de toutes les personnes impliquées divergèrent radicalement. J'ai commencé une nouvelle vie, prenant officiellement ma place de vice-présidente du groupe Thomson, me jetant dans le travail comme moyen de guérir. J'ai déversé tout mon amour sur mon fils, déterminé à lui donner l'enfance heureuse qu'il méritait. Michael, ayant tout perdu, tomba dans la misère. Traqué par les créanciers, y compris les usuriers et Jessica elle-même, il devint un fugitif. Il vivait dans la rue, sans abri et seul. Le prix de la trahison était une prison de sa propre création, et sa conscience était son gardien implacable. Dans les longues nuits de solitude, il se demandait sans doute pourquoi il avait été assez fou pour détruire un bonheur dont d'autres ne pouvaient que rêver. Le divorce était finalisé, mais ses conséquences se propagèrent, touchant tous les protagonistes. Le karma, le plus patient des agents de recouvrement, vint pour chacun d'eux. La première fut Jessica. Réalisant que le paquebot de luxe sur lequel elle se trouvait avait coulé, elle tenta de trouver un canot de sauvetage. Mais elle avait sous-estimé l'impitoyabilité des usuriers. Lorsqu'ils ne purent trouver Michael, ils s'en prirent à elle, sa complice connue. Sa vie de jeune femme choyée était terminée. Elle vivait cachée, changeant constamment de place, son ventre rond devenant un fardeau qu'elle ne pouvait dissimuler. Finalement, fauchée et seule, elle fut admise dans un hôpital public pour accoucher. Le petit garçon, au lieu d'apporter de la joie, n'apporta que plus de désespoir. Elle n'avait pas les moyens d'acheter du lait maternisé, ne pouvait pas s'occuper de lui. Dans un dernier acte de désespoir, elle fit quelque chose qui la hanterait à jamais. Un matin, Monsieur Peterson m'apporta la nouvelle. Un nouveau-né avait été trouvé abandonné sur le pas de la porte de la maison des parents de Michael, accompagné d'un court message désespéré de Jessica. Elle affirmait que l'enfant était celui de Michael et qu'elle le laissait à leur garde. N'ayant plus rien, elle partait loin. Les parents de Michael, déjà dévastés par la chute de leur fils, furent confrontés à une nouvelle tragédie. Ils ne savaient que faire du bébé. Ils n'avaient ni argent, ni énergie, et surtout, aucune certitude qu'il s'agissait bien de leur petit-fils. Le poids de tout cela les écrasa. Et puis le karma finit par rattraper Michael. Après des mois de cavale, il fut arrêté non pas pour ses dettes, mais pour un crime plus grave. En utilisant les preuves que j'avais fournies concernant le détournement de 7 millions de dollars, la police avait émis un mandat d'arrêt pour vol qualifié. La photo d'identité judiciaire publiée dans les journaux était choquante. L'homme sur la photo était décharné, négligé, le regard vide. Le fringant et beau dirigeant avait disparu, remplacé par une coquille brisée. Il fut condamné à 12 ans de prison. C'était une fin appropriée pour son avidité et sa trahison. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié. Pour moi, Michael Anderson était mort le jour où il avait trahi ma confiance. Désormais, il n'était plus qu'un nom du passé, une leçon coûteuse apprise. Je pouvais enfin clore ce chapitre, mais l'image du bébé innocent et abandonné restait dans mon esprit. Il n'était pas coupable. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision. Je n'ai pas contacté la famille Anderson. Au lieu de cela, par l'intermédiaire d'une fondation caritative que mon entreprise parraine, j'ai organisé l'envoi d'une allocation mensuelle anonyme pour les soins de l'enfant assez pour qu'il ait une vie et une éducation décentes. Je ne l'ai pas fait pour Michael, mais pour ma propre conscience. Je ne leur ai jamais révélé qui était le bienfaiteur. Je voulais juste être une gardienne silencieuse, m'assurant que le garçon ait une chance d'avoir un avenir meilleur. Ma vie s'est installée dans un rythme paisible. Mon fils, Alex, était mon univers. Mais parfois, dans le calme de la nuit, je me demandais si mon cœur pourrait un jour s'ouvrir à nouveau, ou si la cicatrice de la trahison resterait à jamais. 3 ans passèrent 3 ans, assez longtemps pour que la tempête s'apaise et que les blessures les plus profondes commencent à guérir. Ma vie était enfin véritablement paisible. Je n'étais plus l'héritière protégée ou l'épouse vengeresse. J'étais une mère, une femme d'affaires et une femme apprenant à s'aimer à nouveau. Sous ma direction et celle de mon père, le groupe Thomson prospérait. Mais mon plus grand succès n'était pas dans les chiffres d'affaires ou les projets immobiliers, c'était Alex.
Mon fils avait maintenant 4 ans, un petit garçon intelligent, vif et incroyablement affectueux. Il était le soleil qui illuminait mon monde. Quant au fils de Michael et Jessica, je continuais le soutien anonyme. Je l'avais nommé, dans mes pensées privées, Ethan, espérant que sa vie soit radieuse. Ses grands-parents l'élevaient. J'ai entendu dire qu'après tout cela, Madame Anderson avait changé. Elle n'était plus cupide ni arrogante, mais vivait tranquillement, déversant le reste de son amour sur son petit-fils. C'était peut-être sa façon de faire amende honorable. Je pensais que ma vie continuerait sur ce chemin tranquille, juste mon fils et moi. La cicatrice de la trahison, bien qu'estompée, me rendait méfiante envers les nouvelles relations. J'avais construit une forteresse autour de mon cœur jusqu'au jour où un homme est apparu et a commencé patiemment à faire fondre la glace. Il s'appelait David Chen, l'architecte principal d'un projet majeur que notre entreprise développait. Il n'était pas beau de la manière tape à accent grave l'œil de Michael. Il avait une présence stable et douce, un sourire bienveillant et des yeux expressifs. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une réunion tendue où je critiquais vivement une proposition de design. Il n'a pas discuté, il a juste écouté en silence. Plus tard, il a présenté un concept totalement nouveau qui non seulement résolvait tous les problèmes que j'avais soulevés, mais dépassait toutes les attentes. Son talent et son humilité m'ont intrigué. Nous avons commencé à parler davantage, et pas seulement de travail. Il m'a parlé de ses voyages, de sa passion pour la photographie. Je lui ai parlé d'Alex, de la petite boulangerie que je rêvais d'ouvrir un jour. Être avec lui était étrangement apaisant. Il n'essayait pas de me conquérir avec de grands gestes ou des cadeaux coûteux. Il était juste là à l'écoute, compréhensif, partageant. Il connaissait mon passé, tout le monde le connaissait, mais il n'a jamais posé de questions, ne m'a jamais plainte. Il me regardait simplement avec respect. « Tu es incroyablement forte », m'a-t-il dit un jour. « Quiconque a traversé ce que tu as vécu mérite d'être heureux. » Nos sentiments l'un pour l'autre ont grandi lentement, naturellement. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est sa façon d'être avec Alex. Il n'essayait pas de jouer les figures paternelles, il était juste un excellent ami. Il a appris à Alex comment construire des maquettes, à jouer au football avec lui et lui a raconté des histoires sur les étoiles. Alex, d'ordinaire timide avec les étrangers, l'adorait. Un après-midi de week-end, alors que nous faisions voler un cerf-volant au parc tous les trois, Alex s'est soudainement tourné vers moi. « Maman, est-ce que l'oncle David peut venir chez nous tout le temps ?» J'ai regardé David. Il me regardait, les yeux pleins d'espoir. J'ai souri, un vrai sourire sincère. « Bien sûr, mon chéri, ai-je dit en ébouriffant les cheveux de mon fils. Si c'est ce que tu veux. Le bonheur arrive parfois quand on s'y attend le moins, de la manière la plus simple. Mon histoire pourrait s'arrêter ici, une fin nette et heureuse. Mais la vie réserve toujours des surprises. Quelques mois plus tard, pendant la période des fêtes, j'étais à l'épicerie avec David et Alex, et je l'ai vu, Michael. Il travaillait comme agent de sécurité. Sa silhouette mince flottait dans son uniforme trop grand, son visage marqué par les épreuves. Il m'a vu, lui aussi. Il m'a vu heureuse avec un autre homme. Il a vu son fils rire sur les épaules de cet homme. Il s'est rapidement détourné, essayant de se fondre dans un coin comme pour échapper à son propre passé. Nos regards ne se sont jamais croisés, mais dans ce moment fugace, j'ai tout vu dans son dos qui s'éloignait, le regret, le remords et une douleur qui ne s'effaceraient jamais. Je n'ai rien dit. J'ai juste serré la main de David et j'ai continué ma route avec ma famille. Le passé était enfin véritablement derrière moi. Chacun fait ses propres choix et en paie le prix. J'avais choisi le pardon non pas pour lui, mais pour moi-même. J'avais choisi d'aller de l'avant, non pas pour trouver un remplaçant, mais pour trouver le vrai bonheur. Et je l'avais trouvé. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un voyage. Un voyage où j'ai appris à aimer, à faire confiance et, plus important encore, à me relever après chaque chute, plus forte qu'avant. J'ai regardé mon fils qui riait, l'homme bon à mes côtés, et mon cœur s'est rempli de gratitude. La tempête était passée, et dans son sillage, le ciel était plus clair et plus bleu que je ne l'avais jamais vu.